Bienvenue à l'AFRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Tiffaine Le Gourjut, tu es directrice expertise Customer Experience chez Kantar Insight et à tes côtés se trouve Michael Meyer qui est Senior Manager chez Bearing Point. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de l'AFRC fait son show. Bonjour Angélique. Bonjour Angélique. Alors vous serez aujourd'hui les porte-parole des lauréats du podium de la relation client 2024 pour nous partager leurs insights verbatim et pratiques. On va tout savoir, c'est génial. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le podium de la relation client et quelles sont les tendances que vous observez cette année ? Oui, alors avec plaisir. Le podium de la relation client est un benchmark cross-sectoriel que nous réalisons en partenariat Kantar et Bearing Point depuis maintenant 20 ans. C'est un baromètre de référence dans lequel nous interrogeons 4000 Français par secteur au sujet de leurs relations avec leurs marques, les marques dont ils sont clients et avec qui ils ont eu une interaction récente. Donc, au travers de ce podium, nous analysons les résultats pour plus de 200 entreprises ou administrations réparties au sein de 10 secteurs d'activité. Le modèle du podium de la relation client est un modèle dit d'excellence qui repose sur 3 piliers clés, qui sont tout d'abord le pilier de l'exécution, qui est le reflet de l'efficacité opérationnelle des entreprises. Derrière ce pilier, nous évaluons 5 critères clés qui sont présents à l'écran en ce moment et qui vont de la cohérence multicanale en passant par le customer effort par exemple. 5 critères plus précisément derrière ce pilier. Le deuxième pilier de ce modèle de référence est celui du lien. C'est la capacité des entreprises à nourrir et à entretenir le lien avec leurs clients qui est évalué. On y voit la capacité des entreprises à être proactives, à faire preuve de pédagogie, à engager des conversations qui soient simples et efficaces avec leurs clients. Et puis le dernier pilier, c'est celui de l'émotion, qui est le reflet de la capacité des entreprises à créer une relation unique, à véritablement ancrer la relation. On y parle derrière des critères de fidélisation, des critères de responsabilité et d'autonomie des collaborateurs. Derrière ces 3 piliers, chaque 5 critères, au total 15 critères, et de la moyenne de ces 15 critères, nous sommes totalement transparents, est ressorti l'indice du podium de la relation client qui, cette année, nous montre certaines tendances dont Michael va nous parler. Tout à fait, merci Tiffaine. Alors, la tendance générale de l'indice global, c'est-à-dire tous secteurs confondus, est globalement stable depuis environ 6 ans. Néanmoins, derrière cette stabilité se cachent des disparités à la fois sectorielles, mais également générationnelles. Alors, tout d'abord, les disparités sectorielles. Quand on fait un focus sur les secteurs, on se rend compte qu'on va avoir des secteurs qui sont en tête de peloton, qui vont se démarquer d'un point de vue relation client. On va retrouver la banque, l'assurance, la distribution spécialisée et l'automobile. Et puis, de l'autre côté, on va avoir des secteurs qui vont avoir un peu plus de mal à se démarquer et à tirer leur épingle du jeu. Et on va retrouver le secteur public, le transport et les entreprises de services. Alors, autre disparité générationnelle, cette fois, on a analysé les résultats par tranche d'âge. Ce qui ressort, c'est que la tranche d'âge la plus jeune, les 18-29 ans, vont noter plus sévèrement que les autres la relation client. Et ils vont notamment noter plus sévèrement le pilier que tu évoquais juste avant, Tiffaine, de l'exécution. Et quand on regarde dans le détail, c'est le critère de la cohérence multicanale qui ressort comme le critère amenant le moins de satisfaction par rapport aux autres. Donc on est moins exigeant, nous, notre génération, que les jeunes quand même. Tout à fait. Mais okay. Alors, ça s'explique. Ça s'explique parce que cette génération, donc la tranche, c'est 18-29 ans, est quand même née avec les réseaux sociaux, a une tendance à vouloir de l'instantanéité, à passer d'un canal à un autre. Du coup, la cohérence multicanale est un critère qui va compter beaucoup plus pour eux. Et ce qu'on en ressort, nous, en termes de défis pour les marques, c'est un vrai enjeu à orchestrer cette multicanalité et à différencier aussi la relation client, parce qu'on ne va pas adresser
une population plus jeune qu'une population plus senior. Il va falloir adapter la relation, les moments de vie et du coup la relation client dans sa globalité. Ouais, effectivement, c'est des enjeux assez importants et grand écart. Et en même temps, je me faisais la réflexion, en t'écoutant, Tiffaine, c'est presque le prix le plus ancien sur ce sujet. Et en 20 ans, vous avez dû cumuler de la data, justement, pour vous permettre de suivre ces évolutions. Enfin, c'est juste impressionnant. Exactement. Vous avez une banque de données, là, sur la relation client qui doit être... Qui peut faire envie, je pense, à plus d'un. Donc, Exactement. Alors, c'est important quand même d'avoir à l'esprit que ça fait 20 ans. Ça nous permet effectivement d'avoir de la robustesse et de la prise de recul dans les données. Ça veut pas dire, ancien ne veut pas dire poussiéreux. Je pense que c'est important d'avoir à l'esprit. Ancien veut dire robuste. C'est un podium dont on fait évoluer les critères en fonction de la connaissance des experts Kantar et Bearing Point au fil des années. Donc on a quand même fait évoluer des choses au sein de ce podium parmi les 15 critères que je viens de vous exposer en introduction. Oui, je voyais ça plutôt comme une force, justement, avec cette masse de data qui était au service du prix et des tendances. Donc, oui, non, c'est vraiment impressionnant. C'est vrai que j'avais plus ça en tête. Alors, bon, un peu comme tout le monde, je suis hyper impatiente. Qui sont les grands gagnants de cette édition ? Et puis, si vous pouvez nous confier un peu leur recette magique, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être les gagnants de ce prix 2024 ? Alors, avec plaisir, on va se faire un peu porte-parole des enseignements et des facteurs clés de succès qui nous ont été partagés lors du webinaire du 21 mars, de révélation justement des résultats du podium de la relation client. Sur cette édition 2024, les 3 lauréats sur le podium général, donc tous secteurs confondus, sont dans l'ordre Nespresso, Maïf et Toyota. Alors, avant de rentrer peut-être dans les illustrations lauréat par lauréat de leurs clés de succès, en tous les cas celles qu'ils ont bien voulu nous partager, je voulais revenir sur des points communs qui me semblent intéressants à mettre en exergue pour chacun de ces lauréats. Le premier point commun, c'est qu'ils montrent tous une véritable capacité à connaître et aussi à reconnaître leurs clients, à les écouter et également à créer des expériences particulièrement positives par des marques d'intention qui sont vraiment sincères. Ça, c'est le premier point commun à ces 3 lauréats. Le deuxième point commun, c'est celui d'avoir fait de l'excellence relationnelle un véritable projet d'entreprise. Et un véritable projet d'entreprise sincère qui embarque l'ensemble de l'organisation. Et ça a pour effet positif d'avoir des collaborateurs qui sont particulièrement engagés, particulièrement impliqués et qui, avec totale sincérité, ont plaisir à servir leurs clients. Et en effet, les 3 lauréats, ce qu'ils mettent en avant, c'est la nécessité de ce bien-être du collaborateur au service d'une expérience client délivrée qui soit totalement positive. Et le troisième point qui réunit ces lauréats, c'est plutôt une question de posture. C'est une posture à la fois de cohérence, de consistance, de résilience, mais aussi de remise en question perpétuelle. Tous nous disent, nos projets en termes de relations clients, on les remet tout le temps en question. On se re-questionne pour savoir comment je continue de faire toujours mieux demain. Donc ça, c'est un peu pour les points communs entre ces 3 lauréats et leur ambition en termes de relations clients. Si on revient un peu cas par cas, on va retrouver des choses en filigrane que je viens de partager, mais si je commence par Nespresso, qui est le premier du podium cette année, chez Nespresso, il y a une véritable quête de l'excellence qui est marquée, et c'est ce que nous disait Sandra Azy, directrice de la relation client chez Nespresso, une quête de l'excellence qui est portée par un engagement qui se veut très clair. Celui d'avoir un produit d'exception. Pour reprendre ses propos, elle dit produit d'exception de la graine à la tasse, mais aussi un produit d'exception qui s'accompagne d'interactions particulièrement uniques sur l'ensemble des canaux, aussi bien en boutique que sur les canaux digitaux. Et puis,
Elle met vraiment en exergue aussi cet état d'esprit qui est de dire rien n'est acquis. On doit toujours chercher à repenser les choses, à transformer les choses de manière plus durable aussi. C'est un enjeu pour eux. Donc, ça a été illustré par différents exemples. Le partenariat avec le Café Joyeux, les capsules compostables et puis, bien sûr, la certification Bicorp de Nespresso. Donc ça, c'est un peu la vision globale et le panorama de ce que Nespresso a bien voulu nous partager lors de nos différents échanges. Quand on vient maintenant sur le deuxième lauréat, la Maïf, Pascal Demurger, directeur général de la Maïf, a partagé avec nous 3 clés de succès. La première clé de succès, c'est la cohérence, la symétrie entre la culture interne et la relation client. C'est vraiment ça le point, avec une conviction forte qui est celle de dire finalement le meilleur ambassadeur de la marque, c'est le collaborateur. Alors ça veut quand même dire laisser des marges de manœuvre aux collaborateurs pour qu'ils puissent toujours mieux servir le client. Et ça s'accompagne également d'une politique de recrutement particulièrement exigeante et un management de la confiance pour pouvoir justement faire que ces marges de manœuvre soient faites de manière juste et efficace. Deuxième clé de succès évoquée par Pascal Demurger, celle de la sobriété commerciale. Répondre avant tout aux besoins du client plutôt qu'aux besoins immédiats de l'entreprise, avec bien sûr une vision de long terme qui est in fine de s'assurer de la fidélité du client. Et puis, dernière clé de succès. C'est rare, hein ? Et c'est rare. C'est rare, donc c'est vrai que c'est important de le souligner. Tout à fait. C'est un véritable engagement et c'est quelque chose qu'ils tiennent parce qu'ils tiennent leurs promesses. Et c'est d'ailleurs la 3e clé de succès. Leur 3e clé de succès, c'est de dire il faut que l'on prouve que l'on a des engagements environnementaux et sociétaux. Et ça doit se sentir dans les offres que l'on propose à nos sociétaires, au travers des exemples de la mobilité douce, par exemple. Et ça doit aussi se sentir dans les innovations, dans les réflexions que l'on doit avoir pour demain. Tout ça, c'est un panorama un peu rapide de ce que la Maïf met en œuvre pour être, encore une fois, dans le podium général pour la 20e année consécutive, première de son secteur d'activité. Pour Toyota, 3 points clés également. Le premier, celui d'être leader en termes de qualité de produit. C'est vraiment le premier point mis en exergue. Le deuxième, celui de vraiment accompagner, assumer la transition énergétique dans un univers où le produit devient de plus en plus complexe avec l'électrification et d'être présent à la fois sur les outils digitaux, ce qui est un peu novateur dans le secteur de l'automobile, et également en expérience physique, une expérience physique qui reste fortement prégnante chez Toyota. Et le dernier point, c'est celui d'avoir une relation personnelle très forte entre les collaborateurs et le client. Et on retrouve ce sujet de l'importance d'avoir un collaborateur qui soit bien dans son poste pour bien servir le client. Et ils le font au travers d'un concept qu'ils appellent le conseiller personnel, qui est un conseiller qui va accompagner le client tout au long de sa vie avec Toyota, aussi bien depuis la vente jusqu'à l'après-vente. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt innovant dans le secteur. Bon, à travers le prix, je dois dire quand même que tu es une excellente ambassadrice de ces 3 marques. Bravo. Merci. Alors, la thématique de cette année est l'IA. Et donc, on a bien envie de savoir quels enseignements vous tirez justement de l'IA. Alors, cette thématique, déjà, elle s'est un peu imposée à nous comme une évidence, parce que je pense que toutes les personnes que vous allez recevoir sur ce plateau vont à un moment donné vous parler d'IA. On en a parlé un petit peu, effectivement. En tout cas, nous, ce qu'on voit sur le marché, c'est que toutes les entreprises, ou du moins la quasi-totalité des entreprises, se posent la question du positionnement de l'IA dans la relation client. C'est pas tant est-ce qu'il faut y aller, mais plutôt comment il faut y aller, comment on positionne. Donc on a interrogé les Français dans le cadre du podium de la relation client sur cette thématique, et ils sont 56% à nous dire qu'ils attendent des marques qu'elles utilisent l'IA pour améliorer la relation client. Alors 56%, c'est bien, c'est positif, c'est au-dessus de la moyenne. Mais c'est quand même un sur 2, quoi. Pour autant, c'est pas hyper tranché. Bien sûr. Alors,
on a été regarder aussi justement dans les tranches d'âge s'il y avait des disparités. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les plus jeunes, nos fameux 18-29 ans, eux vont passer de 56 à 73% pour ceux d'entre eux qui attendent que l'IA améliore la relation client. Donc, encore une fois, on va être sur un défi pour les marques d'être sur un traitement différencié, de ne pas appliquer l'IA de la même manière pour tout le monde, mais de doser en fonction de l'âge, en fonction des appétences et en fonction du type de demande. Oui, donc en plus de la stratégie omnicanal, il va falloir avoir une cartographie des processus, IA, pas IA, de façon à répondre effectivement, à répondre aux attentes, quoi, tout court. Exactement. Et d'ailleurs, on a aussi posé la question, parce que pour aller dans le sens de ce que tu évoques, mais quand 56% des Français nous disent on attend que l'IA améliore la relation client, ils attendent quel type d'amélioration? Donc on a posé cette question-là. Il y a 3 sujets qui ressortent. Le premier, c'est très transactionnel. Le premier, c'est on veut que les marques utilisent l'IA pour plus de joignabilité, d'accessibilité. Le deuxième, c'est qu'ils attendent des marques qu'elles soient plus réactives dans le traitement des demandes. Et puis la troisième priorité, c'est en termes de cohérence et de personnalisation dans la relation. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces priorités-là, elles sont vraiment en miroir et en écho au cas d'usage que développent les marques et ce qu'on observe sur le marché, parce qu'on va retrouver des cas d'usage qui vont être très orientés sur l'accompagnement du client. Est-ce que on va me mettre à disposition un assistant personnalisé pour traiter des demandes ou des réclamations simples au travers d'une interaction textuelle, visuelle, voire vidéo avec l'IA. Et puis, de l'autre côté, on va avoir le conseiller augmenté avec un coach, un copilote pour l'aider à trouver la bonne réponse à la question du client, pour l'aider à mieux comprendre les attentes du client, voire un cas d'usage qu'on voit beaucoup, à automatiser l'historisation des conversations avec un client. Donc, on le voit, l'IA, c'est à la fois demandé par les clients, c'est également une opportunité pour les entreprises. Néanmoins, on a aussi eu dans le sondage des clients qui nous ont exprimé des défiances par rapport à l'IA. Alors, les sujets qui apparaissent sont de 2 natures. On va avoir une première défiance autour d'une relation qui, en tout cas, la crainte, c'est qu'elle soit moins humaine, moins chaleureuse. Et puis une deuxième défiance qui est liée à un manque de confiance. L'IA, c'est une machine, c'est automatisé, et il y a une crainte par rapport à ça. Alors, et puis je terminerai là-dessus, ce qu'on voit quand même, c'est que les entreprises font face à un défi de trouver le juste équilibre entre une IA qui va permettre de gagner en efficacité dans le traitement de la relation client, mais également valoriser le capital humain, parce que c'est ce qu'attendent les clients, et c'est ce qui amènera une relation toujours plus personnalisée, plus engageante. Et donc les marques doivent aussi compter sur leurs collaborateurs pour réussir à garantir cette transformation de la relation client grâce à l'IA. Merci beaucoup, Michael. Merci, Tiffaine. Ce que l'on peut retenir, même s'il y a énormément de choses qui ont été dites et très intéressantes, c'est que parmi les 4000 Français interrogés, ce sont les plus jeunes qui sont les plus exigeants avec les marques. Et on a entendu que 73% d'entre eux étaient favorables, effectivement, à l'utilisation d'IA dans leur quotidien en relation client. Concernant l'utilisation de l'IA, les clients ont des attentes fortes, notamment en termes d'efficacité et de réactivité. Et puis, ces mêmes clients veulent également conserver des interactions humaines pour une relation client avec toujours plus de personnalisation et d'émotion. Émotion qui fait partie de vos 3 piliers, nous l'avons vu, avec le lien et l'exécution. On a été ravis de vous recevoir tous les deux. Merci pour ces enseignements partagés et à très bientôt. Merci Angélique. Merci Angélique.